Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce mercredi, le e-agribusiness désormais fonctionnel pour le monde agricole togolais. L'innovation va faciliter l'accès aux débouchés pour les producteurs locaux, régionaux et internationaux. C'est un jeune togolais qui est à l'initiative. La phase de réparation pour le H-Chrome, l'institution a programmé une série de rencontres avec les populations. De quoi sera-t-il exactement question lors des échanges? Un aperçu déjà ce soir avec la présidente du H-Chrome, document à suivre dans cette édition. Écrire, lire et parler anglais, ça fait toujours la différence, mais comment amener les apprenants à réussir l'exercice? Eh bien, les profs d'anglais sont justement en quête de ces techniques. Akara, on en parle également dans cette édition. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. Le président Faure Gnassingbé à Kigali depuis hier dans la capitale rwandaise. Le chef de l'État prend part à la 3e édition du sommet Transform Africa dont il est l'invité d'honneur. Pour votre gouverne, eh bien, sachez que Transform Africa est un cadre global de réflexion dédié à la promotion de nouvelles manières de concevoir, d'accélérer, de soutenir l'évolution numérique et la mettre au service des communautés en Afrique. C'est un événement organisé sous l'égide de l'Alliance Smart Africa pour les 18 États membres de Smart Africa dans le Togo. L'enjeu, c'est de bâtir par une approche intégrée une économie connectée, concurrentielle et innovante pour faire de l'Afrique un cadre prospère pour ses filles et fils et également un pôle compétitif vis-à-vis des autres parties du monde. Pour la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée au Kigali Conference Center, les chefs d'État togolais et rwandais étaient notamment entourés de la directrice générale de l'UNESCO et de la présidente de l'UFAM. Nous reviendrons bien évidemment en détail sur cette cérémonie d'ouverture et la participation du chef de l'État avec nos reporters une fois de retour. Lundi déjà, le chef de l'État était en visite à Lusaka en Zambie, une visite d'État de 48 heures. À l'occasion, le président Faure Gnassingbé a été l'hôte à dîner de son homologue zambien Edgar Lungu. À la soirée, des toasts ont été portés par les deux chefs d'État. Nous vous proposerons celui du président Faure Gnassingbé dans nos prochaines éditions. L'actualité chez nous sur le plan national, nous l'annoncions tout à l'heure en titre, l'agriculture togolaise désormais connectée à Internet. Et cela donne chez nous le e-agribusiness. C'est une innovation technologique. À l'initiative, un jeune Togolais dans l'application vient d'être lancé. Une opportunité pour les producteurs. Aïcha Zebro, Pierre de Soupa. Voilà ce à quoi va ressembler le fonctionnement de l'e-agribusiness. Cet outil qui va désormais connecter le monde rural, notamment les producteurs agricoles, à l'Internet. À partir de son téléphone portable, le paysan peut communiquer toutes les informations dont il dispose pour mettre sur le marché ses produits. L'application comporte 5 canaux conçus pour faciliter l'accès à tous. Pour le promoteur, l'instrument va promouvoir l'inclusion technologique et financière pour le monde agricole. E-agribusiness, c'est ce système-là qui se donne pour objectif de trouver d'abord de nouveaux débouchés pour les agriculteurs qui ont de la peine à pouvoir écouler leur production. Ces agriculteurs-là qui vivent dans les zones les plus reculées et qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas aussi de smartphone, mais qui sont de très bons producteurs. Ces mêmes acteurs-là n'ont pas aussi accès à l'information agricole, aux nouvelles pratiques culturelles. Ils n'ont pas véritablement accès à une météo qui leur donne la précision pour prendre les bonnes décisions. Et ce sont autant ces problèmes que nous venons résoudre en apportant e-agribusiness qui propose des interfaces, 5 interfaces, comme par exemple l'interface en langue locale qui
permet aux agriculteurs non lettrés de pouvoir accéder à toutes ces fonctionnalités-là que nous offrons au monde agricole. Et nous n'oublions pas aussi d'un côté les acheteurs qui sont aussi à la recherche des produits. Et désormais, ce sera très précis. C'est là où se situe le produit pour aller le prendre rapidement. Et il y a aussi l'État qui veut de l'information pour pouvoir prendre des décisions rapidement concernant le secteur. Et c'est ça que e-agribusiness apporte comme solution à tous ces trois acteurs-là. Pour accéder à notre interface, il a plusieurs choix. S'il est agriculteur illettré, il va utiliser le 86-86 pour pouvoir accéder aux services. Premier prix de hackathon lors de la deuxième édition de l'IT Forum en mars dernier, l'application est ainsi officiellement lancée. Pour les partenaires agricoles, c'est un véritable outil qui va révolutionner le secteur. Aujourd'hui, ce que nous avons eu ici comme présentation à travers e-agribusiness, moi je crois que ça peut révolutionner l'agriculture parce que le producteur, le commerçant, le transformateur, tous ces acteurs qui sont autour de la filière peuvent aller de l'avant parce que l'information sera passée à temps et l'utilisateur sera également aussi l'utiliser au moins opportun. L'agriculture occupe 70% de la population togolaise et contribue à 40% au PIB. La connaissance du secteur au réseau Internet, n'est-ce pas, l'ouvrir davantage au reste du monde pour plus de profit aux paysans. Et voilà de quoi effectivement remobiliser les producteurs. Le cas notamment ici, vous allez le voir, pour ces producteurs de coton, boostés depuis quelques jours déjà par la nouvelle société cotonnière du Togo, l'étape de la région centrale, la marque Bojon. Ces rencontres des cotonculteurs avec les responsables de la nouvelle société cotonnière du Togo s'inscrit dans une campagne de remobilisation des producteurs dans le cadre du lancement de la campagne agricole 2017-2018. Elles ont pour objectif de remobiliser, d'encourager et de motiver les cotonculteurs à préserver et à tout mettre en œuvre pour sauvegarder cette filière. Que ce soit à Tchaoudjo, à Tchamba, à Soukbois ou à Blita, il s'agissait d'informer les producteurs de l'or blanc des dispositions prises et des efforts que consentent les autorités dans ce domaine. Pour amorcer le cap des 200 000 tonnes d'ici 2022, de faire en sorte pour cette campagne 2017-2018, donc évoluer vers 160 000 tonnes. Il était important d'aller à la rencontre des producteurs, de leur annoncer les différents changements que nous avons impulsés au niveau de la filière. Cette année, au plan national, nous avons fait en sorte à démarrer très tôt les achats et dans les 2 semaines après la clôture d'un GPC qui dépose son dossier, les gens sont invités pour être payés. Une des dimensions importantes, c'est la mise en place à temps des intrants en quantité et en qualité. Mais ce qui a plus réjoui les producteurs, c'est qu'ils ont été heureux d'être informés par rapport au mécanisme de fixation de prix, aussi bien du coton graine que des intrants, surtout s'agissant du coton graine, par la volonté du chef de l'État, ce mécanisme dégage que pour un prix plancher de 230 francs la campagne dernière, et après les calculs, il ressort qu'il y aura 10 francs comme complément de prix à retourner aux producteurs comme prix final, ce qui portera donc la recette par kilo pour cette campagne 2017-2017 à 240 francs. De la même manière, ils ont été heureux d'apprendre que ce mécanisme alors permet
Donc pour la campagne 2017-2018 que nous abordons, que le prix plancher soit à 240 francs. Dans toutes les localités visitées, les représentants du pouvoir central ont remercié la démarche de la nouvelle société cotonnière du Togo et appelé les chefs traditionnels à s'impliquer dans la sensibilisation en vue d'atteindre un grand nombre de producteurs pour booster la production cotonnière au Togo. Nous restons dans la région. Sachez par ailleurs que dans la préfecture de Tchamba, dispose désormais d'un plan d'aménagement et de gestion pour la forêt de Bago. Le document vient d'être validé. Pour les précisions, nous retrouvons donc la marque Bojona. La forêt communautaire de Bago mérite une attention particulière aux yeux des autorités en charge de l'environnement pour ses nombreuses essences. Cette session de validation du document de plan d'aménagement et de gestion de cette forêt s'inscrit dans la mise en œuvre du projet appui à la valorisation et à la gestion durable de la forêt communautaire de Bago. Il est financé par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières à travers le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT. Selon le code forestier, pour qu'une forêt communautaire soit reconnue par l'État, il faut qu'elle remplisse certaines conditions. Il faut qu'elle soit dotée d'un plan d'aménagement et de gestion. Dans un premier temps, il faut mener des études socio-économiques, des inventaires floristiques et fauniques pour voir quelles sont les ressources de cette forêt. Bon, au vu de ces ressources maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire de cette forêt-là? Le problème n'est pas de conserver, mais il faut valoriser les ressources de la forêt. Donc à ce titre, un consultant a été commis pour élaborer un plan d'aménagement. Donc le plan d'aménagement a été élaboré et il faut soumettre maintenant ce plan d'aménagement, maintenant les résultats de ce plan à la communauté pour voir si ce que la communauté veut, c'est ça qui est fait, qui est traduit dans le plan d'aménagement. Il s'est agi au cours des travaux d'analyser le contenu du dit document, de recueillir les observations et les préoccupations de la population avant sa validation. Le document contient des résultats des études socio-économiques sur la communauté, des inventaires faunistiques et floristiques de la forêt et des actions à mener pour conserver et valoriser ces ressources tout en les exploitant. Gestion des forêts, protection de l'environnement, comment accéder au fonds vert à plus de financements internationaux pour y parvenir? Les clés, les outils sont définis depuis ce matin pour justement faire face aux questions de changement climatique. Mauté Adjassi, Christine Pétekialoudé. Le tout dernier des mécanismes financiers mis en place pour faire face au changement climatique est le Fonds vert pour le climat. D'ici à 2020, ce fonds envisage de mobiliser au moins 100 milliards de dollars par an pour financer les pays en développement. Pour accéder à ce fonds, il faut formuler de bons projets. Les grands problèmes qui est en train de déranger l'Afrique aujourd'hui, c'est l'accès à ces fonds-là. La capacité, on n'en a pas beaucoup. Il y a une faiblesse aussi bien institutionnelle et financière et en matière de mobilisation de la finance climatique. Or, c'est la finance climatique, c'est la mobilisation des ressources qui nous permettra de mettre en œuvre toutes les réponses que nous avons formulées. Le Togo est éligible au fonds vert. Les acteurs nationaux concernés sont ensemble. Ils passent au peigne fin les modalités d'accès au financement climatique qui existent.
Le présent atelier s'inscrit donc dans le cadre de l'opérationnalisation du Fonds vert pour le climat et a pour but d'amener les acteurs à se familiariser avec les mécanismes, procédures et modalités d'accès aux ressources des différents fonds climatiques et de définir une procédure de délivrance des avis de non-objection sur les projets et programmes à soumettre au fonds. La cartographie des financements climatiques sera faite. Les indicateurs à partir desquels l'efficacité des financements sera évaluée seront donnés aux participants. Des précisions vont être également faites sur le modèle de la note conceptuelle pour soumettre un projet au niveau du Fonds vert. Experts comptables, comptables agréés, ceci vous intéresse. La tenue des comptes, l'élaboration des états financiers, les meilleures pratiques, la méthodologie, la technicité à mettre en œuvre pour réussir ces états financiers, eh bien, tout est dans le référentiel comptable ORADA révisé. Un véritable guide qui fait d'ailleurs l'objet d'études depuis ce matin. Yataratem, Honoré Mosro, avec Ramdan Bassina. Le référentiel comptable de l'ORADA a été révisé et adopté par les États membres en janvier de cette année. Les modifications apportées à cet outil de travail des comptables entrent en vigueur à partir de janvier 2018. L'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Togo prend connaissance du document. Devant une telle révision, nous avons l'obligation de relever le niveau de nos membres. Et vu la complexité aussi de ce nouveau référentiel, je ne vois pas comment un acteur de la profession puisse évoluer normalement sans être formé, sans être informé sur les différentes modifications qui sont intervenues. Les changements contenus dans le nouveau référentiel comptable vont impacter positivement les prises de décision dans les entreprises et services financiers. La méthode d'enseignement de la comptabilité sera également changée. Dans cette réforme que nous avons eu à faire, pour ce qui concerne par exemple ce qu'on appelle les difficultés comptables, nous sommes passés d'environ à 20 sujets abordés actuellement à 41 sujets. Ce qui veut donc dire qu'au niveau de l'éducation nationale, dans l'enseignement de la comptabilité, les autorités compétentes doivent très vite anticiper les choses pour qu'à la rentrée prochaine, les curricula soient revus pour qu'on soit sûr que dans l'enseignement de la comptabilité, tous ces sujets qui ont été abordés sont pris en compte. Déjà, les participants apprécient les innovations apportées à ce référentiel. Le plus important, c'est de savoir que les nouveautés qui ont été apportées permettent aux entreprises de présenter des états financiers qui soient, je dirais, plus compréhensibles. L'objet de ces nouveautés-là, c'est de permettre d'améliorer l'information financière. L'information a été affinée parce qu'il se fait que, vous savez, chaque jour on évolue et on comprend qu'il y a des insuffisances et qu'il faut les corriger dans tel ou tel sens. Donc c'est vraiment cet élément qui a été apporté, affiné, parce que l'Afrique n'est pas toute seule. Nous sommes aujourd'hui dans un monde complètement ouvert et que nous devons harmoniser tout ce que nous faisons avec nos partenaires. Le plus grand atout de ce nouveau document, selon les praticiens de la comptabilité, est qu'il rime désormais avec les standards internationaux. Il est 20h16. Notre
deuxième titre ce soir, l'Ashkroom et la phase de réparation. L'institution vient de rendre public un calendrier d'échange avec la population. C'est quoi exactement l'objet de ces rencontres annoncées? Un aperçu ce soir déjà avec la présidente Anna Awanana Dabouya. J'y suis arrivé, rencontrée par Ramdan Bassina dans le document à suivre. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale entame sa première phase de réparation à travers cette tournée de sensibilisation. Ceci afin de consolider l'harmonie et la cohésion sociale entre les communautés. Un engagement pour promouvoir la paix et le vivre ensemble. Cette sensibilisation sera axée sur la nécessité d'expliquer aux populations le bien fondé du processus de réconciliation, de la réparation et de la justice transitionnelle. Nous devons d'aller devant les mêmes populations qui ont créé 2006, après la PG, pour la commission vérité et réconciliation, pour leur dire que l'État a tenu ses engagements. Et l'État a fait des efforts. On doit leur expliquer cette approche de l'État et ses efforts en mettant en place le fonds spécial pour les réparations, avec concrètement à l'appui l'octroi d'un montant de 2 milliards comme fonds initial, comme somme initiale. Nous devrions insister au cours de cette tournée aussi sur la participation des populations, en rappelant la responsabilité qui est la leur d'accompagner ce processus en vue donc de l'objectif final qu'est la réconciliation. Nous allons expliquer le processus en tant que tel. Le processus de mise en œuvre, nous allons expliquer en quoi la justice transitionnelle est différente de la justice classique et dire que nous avons un lot de victimes en place et que ce n'est pas des réparations en argent, c'est des réparations symboliques. L'invite à accepter de tourner la page et construire l'avenir. Cette première phase consiste à apporter aux victimes telles que recensées par la CVJR des réparations symboliques. Elles constituent des soutiens psychologiques et pécuniaires. Nous leur servons l'information et nous allons recueillir, nous allons ouvrir des débats pour recueillir aussi les avis des uns et des autres. Et nous allons servir pendant 2 semaines ce message. Et nous allons relayer le message aux membres des comités de paix. Nous allons avec des guides. Cette tranche d'un montant de 2 milliards qui a été octroyé va servir pour faire face d'abord aux victimes vulnérables. Parce qu'il y a des victimes qui attendent une prise en charge médicale et psychologique aussi. Et nous avons recensé aussi plus de 2000 victimes, 2400 et quelques en tout cas, dont les montants proposés par le programme donc, est équivalent à moins d'1 million. Nous allons essayer de les servir également. Et à l'issue de tout cela, n'oubliez pas aussi que nous avions parlé de la session de purification. C'est une recommandation de la CVJR. Après la phase de la sensibilisation et de la réparation, les fils et filles de la nation togolaise pourront ainsi tourner la page sombre de leur histoire et faire face à des horizons plus radieux.
Une date, un événement, le 9 mai 1957, grand tournoi dans la construction de l'Union européenne et du traité de Rome, l'acte de naissance. Hier, à la date anniversaire, l'Europe a célébré l'événement sur fond de coopération. La célébration à l'homme Lucassi. Unie, forte, solidaire et prospère, l'Union européenne commémore le 60e anniversaire de la signature des traités de Rome. Des traités au départ économiques qui se sont révélés être le soubassement de rassemblement des pays de l'Europe en une communauté politique et économique stable, orientée vers des idéaux communs. Et cette communauté a su instaurer un climat de paix et de cohésion en son sein depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis son indépendance, l'Union européenne a toujours accompagné et soutenu le Togo dans ses choix politiques, économiques et de développement social. C'est une coopération fraternelle, c'est une coopération d'amis basée sur un dialogue sincère où ce n'est pas seulement de construire des infrastructures, c'est aussi renforcer les administrations et aussi renforcer la gouvernance économique, sociale et politique du pays. Et sur cette base, on a la vocation de rester longtemps avec vous et construire ensemble parce que nous avons besoin mutuellement. Plus de 50% des décaissements de l'Union européenne sont consacrés aux actions sociales. Et le Togo arrive à engager une bonne partie de ces fonds pour impulser une nouvelle dynamique à son économie et réaliser des actions concrètes en faveur de son développement. Les relations de coopération très fructueuses tissées entre l'Union européenne et le Togo datent déjà de plusieurs décennies. L'aide de l'Union européenne s'est raffermie progressivement à travers l'exécution des projets et programmes dont l'impact sur l'environnement socio-économique des populations bénéficiaires est favorablement apprécié. C'est à juste titre que le Togo se félicite de la poursuite de cette coopération sous le 11e FED, qui contribuera à la mise en œuvre de son plan national de développement couvrant la période 2018-2019. Durant ces années, l'Union européenne a pu enregistrer des succès, notamment la mise en place d'une monnaie unique, l'euro, et l'instauration de l'espace Schengen. 6 œuvres ont compétit pour sélectionner la meilleure qui reflète au mieux l'esprit de l'Union européenne. Et c'est comme là où on a nous, artistes plasticiens, qui a remporté le premier prix. Un reportage de Lucassi présenté par Christine Péché-Kialoudin. À l'étranger en France, c'était sa deuxième apparition officielle depuis son élection. Emmanuel Macron a donc présidé à la cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage aux côtés, cette fois encore, de François Hollande, un rassemblement qui a tourné au banc de foot. Monsieur le Président, les enfants veulent vous voir, Monsieur le Président. Les joies d'un bain de foule, sans avoir à subir pour quelques petits jours encore les contraintes et les rigueurs de la fonction. C'est sa première sortie de président. Au contact direct des Français, en l'occurrence le public de la cérémonie célébrant l'abolition de l'esclavage, pas vraiment hostile à Emmanuel Macron. Président élu, une fonction qui du jour au lendemain transforme le moindre de vos propos en paroles importantes. Surtout lorsque tout le monde se demande qui va faire quoi dans quelques jours. Que fera Emmanuel Macron? Pour l'instant, en tout cas, il ne doit pas parler dans les cérémonies officielles. Emmanuel restera là, silencieux, mais inspiré. Il s'entraîne pour l'événement et il se prépare. François Hollande demande justement quelques nouvelles. Oui, j'organise.
Apprendre à bien déposer une gerbe, apprendre à bien signer un livre d'or. Le président sortant ne s'en cache pas du tout. Il conseille de façon quasi paternelle son successeur. Pour son tout dernier discours de chef d'État, il lui transmet aussi une feuille de route plutôt grave. Contre les discours qui jettent les gens les uns contre les autres, contre les intégristes, contre les obscurantistes, contre les communautaristes, il y a encore beaucoup à faire, Monsieur le Président. Dimanche aura lieu la véritable passation officielle à l'Élysée. À partir de là, Emmanuel Macron sera seul. Le reste de l'actualité, une tierce personne vous doit une somme d'argent ou vous à un autre. Ça peut être un particulier, une entreprise. Que faites-vous pour rentrer dans vos droits? Quelles sont les techniques de recouvrement de vos créances? Eh bien, c'est l'objet cette semaine de Mercredi de l'entrepreneur. Serge Tarton, Clarisse Atticlé. Les créances impayées constituent l'une des premières causes de vulnérabilité des PME-PMI. L'enjeu est alors de savoir maîtriser son compte client pour ne pas se retrouver avec de graves difficultés financières. Dans une démarche d'anticipation, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI propose aux opérateurs économiques les différentes techniques de recouvrement des créances. Deux possibilités s'offrent alors à l'entreprise. Le recouvrement amiable et contentieux tout en adoptant la bonne attitude et maximiser les chances de récupérer les sommes dues. Le plus souvent, il y a la technique de conciliation, de discussion avec le débiteur pour l'amener à payer ce qu'il doit, ou la technique également de démarche pratiquement quotidienne ou hebdomadaire vis-à-vis de ces débiteurs, pas des relances. On commence par des relances. Les relances lui permettent au créancier de rappeler chaque fois que de besoin que le débiteur lui doit de l'argent. Il peut également, à un moment donné, après avoir envoyé des courriers, des relances, demander à un huissier de lui faire une mise en demeure ou un huissier de lui faire une sommation. L'essentiel pour les entreprises, c'est de détecter rapidement et à temps le retard de paiement et agir au plus vite. Le recouvrement est donc une opération délicate et surtout dans un cadre professionnel où il faut préserver les relations commerciales au-delà de la résolution du contentieux. La survie de la société en dépend. Et il doit avoir aussi une technique ou des techniques pour amener les apprenants à bien écrire et à parler anglais. À Cara, les profs d'anglais sur place apprennent justement cette technique, le récit de Nestor Mozouf. Ils ont un dénominateur commun. Ils enseignent l'anglais dans les collèges et lycées de la région de la Cara. À cette rencontre, ces enseignants se remettent en cause afin de repenser la meilleure manière de dispenser les cours en vue de permettre aux élèves d'être excellents en anglais, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Première du genre, la formation a été initiée par la section de la région de la Cara de l'association des professeurs d'anglais du Togo. L'anglais, qui au départ était une langue de réussite, nous avons constaté de nos jours qu'elle devient une langue d'échec pour les apprenants. Et cela nous interpelle en tant qu'enseignants du Togo et particulièrement de la région de Cara à penser à ce problème, à se réunir, à évaluer tous les aspects de l'enseignement de cette langue et à revaloriser cette langue à travers de nouvelles techniques d'enseignement. Et au-delà de cela, nous avons été interpellés du fait que l'enseignement de l'anglais se fait d'une manière un peu en renforçant sur l'écrit uniquement, ce qui fait que beaucoup de Togolais aujourd'hui, disons particulièrement ici, apprennent l'anglais même du
du collège jusqu'à l'université, mais n'arrivent pas à converser ou à utiliser cette langue dans leur conversation avec quelqu'un qui parle l'anglais. Donc nous voulons renforcer cet enseignement-là en appuyant sur l'enseignement de l'anglais oral. À l'issue de cette formation, il sera procédé au renouvellement du bureau régional de l'Association des professeurs d'anglais du Togo. Renouvellement qui précède celui du bureau national. Termine sur ce concours de théâtre et de musique inter-université privée. Ça se passe toujours à Kara. Les phases éliminatoires. Nestor Mozou et notre bureau sur place. Puis viendra sauver les étudiants et les... La jeunesse en mouvement pour la créativité et le développement promeut le théâtre et la musique au sein des universités privées de la région de la Kara. Ce concours est la manifestation de cette volonté. Les groupes musicaux, les artistes en herbe et les troupes théâtrales qui participent à la compétition sont issus de l'Institut supérieur en management à Donaï, l'École supérieure des ponts et chaussées et l'Institut Monseigneur Bakpessi. Ce projet est initié dans le but d'aider les jeunes étudiants à s'épanouir. En fait, vu que j'étais moi-même enseignante, j'ai vu ces étudiants s'approcher toujours à leur étude et j'ai vu qu'ils avaient un talent caché qu'il faut promouvoir. Donc le fait de conduire ou bien de rédiger ce projet, c'est pour les aider à développer leur leadership culturel. En passant par la musique et le théâtre, ça permet de véhiculer des messages forts, ça permet en même temps de sensibiliser notre jeunesse, ça permet aussi, puisque nous sommes en train d'assister à une perte d'identité culturelle, donc à travers ce projet, nous voulons mobiliser la jeunesse, leur faire valoriser leur culture. La phase finale est prévue pour le 13 mai. Seront primés à cette phase les 3 meilleurs de chaque catégorie. Ce concours est soutenu financièrement par le Fonds d'aide à la culture. Et voilà qui met fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore de partout sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.